Ça n'aurait pu être qu'un objet de curiosité pour les médias et le public roman. En réalité, la découverte de 2 corps momifiés sur le glacier des Diablerets passionne bien au-delà des frontières suisses. Même le New York Times et la BBC ont parlé de ce couple de Chandolin disparu en 1942. Il faut croire que ce genre de trouvailles fascine, émeut, excite l'imaginaire collectif, même si on est loin du caractère exceptionnel de la découverte d'Ötzi, cette momie vieille de 5000 ans découverte dans les Alpes en 1991. Mais le grand public n'est pas le seul à s'enthousiasmer pour ces découvertes. La communauté scientifique s'y intéresse aussi de très près, notamment les adeptes de ce qu'on appelle l'archéologie glaciaire. Bonjour Ralph Lugon. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de notre studio de Sion. Vous êtes glaciologue, géographe. Ça fait plusieurs années que vous parcourez les glaciers avec votre collègue l'archéologue Philippe Cudry. Un mot peut-être sur la découverte qui nous occupe depuis quelques jours. Est-ce que ça vous étonne de voir l'écho que rencontre cette découverte, y compris à l'étranger ? Non, je ne suis pas surpris. Chaque fois qu'il y a un élément type une personne décédée qui est recrachée par le glacier, ça suscite tout de suite de l'émotion. Et le sujet, il est tout de suite repris par les médias. C'est quelque chose qui est porteur. C'est porteur, mais ça fascine aussi. Pourquoi, au fond ? Qu'est-ce que ça éveille en nous ? Bon, ça fascine parce que ici, en tout cas au niveau local, et c'est évident quand on retrouve des gens avec des liens familiaux qui habitent dans la région et qu'on retrouve quelque part un ancêtre, évidemment que ça va toucher fortement la communauté. Et puis maintenant, trouver des personnes décédées, des momies dans les glaciers, c'est quelque chose qui a toujours fasciné aussi les scientifiques et pas seulement la population. Il y a un effet un peu, hibernatus, où les gens, voilà, quelqu'un a disparu dans la glace, on le retrouve 200, 300, 500, vous avez dit 5000 ans après le décès d'Ötzi. Donc évidemment, c'est comme toutes les histoires de momies. On a Toutankhamon qui a fasciné aussi. Bon, il n'était pas dans la glace, mais ces momies, vous retrouvez aussi dans Tintin. C'est quelque chose qui a toujours sculpté un peu l'imaginaire des hommes. Et d'un point de vue scientifique, quel est l'intérêt d'une découverte comme celle de la semaine passée ? Alors, l'intérêt de la découverte la semaine passée, au point de vue scientifique, c'est pas ce que nous, les scientifiques, on recherche, en priorité. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est lié à un facteur émotionnel. On retrouve des gens de la région. Les scientifiques archéologues qui recherchent des éléments de preuve de passage des hommes à travers les glaciers et les cols alpins, eux s'intéressent plutôt à la recherche d'objets en matériaux organiques. C'est pas la quête de la momie qui est à l'ordre du jour nécessairement, mais plutôt à la recherche d'objets que les gens auraient pu perdre ou des gens auraient pu déposer sur ces passages alpins englacés. Et ces éléments-là que les archéologues s'intéressent beaucoup parce que ils sont souvent en matière organique, c'est des bois, c'est des textiles, c'est des cuirs, donc c'est des éléments qui normalement se dégradent très vite. Donc si on trouve des objets matériaux organiques dans la glace, qui sont vieux de plusieurs milliers d'années, ou des textiles romains, des choses comme ça, c'est absolument exceptionnel au point de vue scientifique. Donc ces glaces sont un milieu de conservation qui est absolument prodigieux pour la science. Ralph Lugon, on a largement eu l'occasion ces derniers jours de dire que ce genre de découverte était lié au réchauffement climatique, à la fonte des glaciers. De ce point de vue-là, on vit aujourd'hui une époque charnière, une époque clé pour les archéologues. Oui, alors on vit une époque clé tout simplement parce que les glaciers fondent très vite. Bon, ça tout le monde le sait, c'est presque une évidence. Et d'après les observations qui ont été faites, d'après le mode de fonctionnement que l'on connaît des glaciers, d'après aussi les phénomènes d'injection de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les scientifiques arrivent à calculer des modèles qui prédisent l'impact du réchauffement climatique et du retrait futur des glaciers. Alors nous, dans notre projet de recherche scientifique qu'on a mené entre 2011 et 2014, donc qui a été financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, par le musée d'histoire et par le service cantonal d'archéologie, on a fait des calculs, des glaciologues modélisateurs ont fait des calculs sur le retrait des glaces en vallée. On s'est concentré sur les Alpes pennines, les Alpes valaisannes à cheval entre la Suisse et l'Italie, et on arrive à modéliser le retrait glaciaire, la perte de surface par tranche de 10 ans, et on voit que sur les 20 à 30 prochaines années, on aura environ 30 à 40% de perte de la surface glaciaire valaisanne dans les Alpes valaisannes, donc un retrait extrêmement rapide.
Donc c'est pour ça que des scientifiques ont commencé à s'intéresser, à chercher ce qu'il y avait autour de ces glaciers, parce que la fenêtre de tir pour chercher maintenant des objets, elle va être ces 2-3 prochaines décennies. Oui, il faut faire très vite parce que les glaciers fondent vite, vous l'avez dit, et puis aussi parce que les corps ou les objets se détériorent très vite dès le moment où ils sont libérés des glaces. Absolument. Alors les corps se détériorent extrêmement vite, les matériaux organiques aussi sont perdus très rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle dans notre projet, on a essayé de construire à l'époque des modèles pour essayer d'orienter les archéologues vers des points sensibles où ils pourraient trouver des objets. Mais on s'est rendu compte que la surface est tellement énorme et les accès tellement difficiles, on est souvent entre 3000 et 3500 mètres, qu'aucun archéologue ni l'État ne pourra jamais prospecter une surface aussi grande et la surveiller. Oui, d'ailleurs, dans le cas de ce couple valaisan dont on parle cette semaine, hein, c'est un employé des remontées mécaniques qui a trouvé les corps. Et puis, en 1991, c'était des randonneurs qui avaient trouvé le fameux Ötzi à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. La plupart du temps, en fait, ces découvertes, elles sont liées simplement au hasard. Alors elles sont liées au hasard. La montagne est quand même parcourue dans tous les sens par beaucoup de gens maintenant, par pas mal de touristes. Et les découvertes en général sont faites par des touristes ou des randonneurs, mais ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils trouvent. C'est vraiment une très grande chance si quelqu'un trouve un morceau de bois, parce que c'est des fois pas parlant, ça peut être tout un coup un arc néolithique qui a 4 ou 5 000 ans, ça semble être un bout de bois, la personne le prend avec, et on aime bien ramener des choses à la maison qui nous semblent jolies. C'est possible que des gens ramassent quelque chose, le gardent et ne connaissent pas la valeur. Alors c'est déjà une chance de trouver quelque chose, mais c'est encore une autre chance de le signaler aux autorités. Alors, vous avez évoqué ce projet de recherche auquel vous avez participé entre 2011 et 2014, projet du Fonds national suisse. Vous avez quadrillé les Alpes, vous avez, je crois, prospecté une quinzaine de sites. Comment est-ce qu'on fait justement pour identifier ces sites ? Alors là, on est typiquement dans une recherche expérimentale, enfin, c'est le propre de la science. La science essaye pour répondre à certains problèmes, dans ce cas-là, un problème de gestion, on essaie de développer des méthodes scientifiques pour essayer de répondre aux questions posées. En l'occurrence, où pourrait-on trouver des objets le plus facilement, le plus rapidement possible? Nous, on a fonctionné dans notre expérimentation méthodologique sur d'abord des données qu'on appelle des données spatiales. On utilise des images satellites, on a des données numériques, des images d'altitude, on traite des statistiques spatiales et on a essayé avec des modèles de simuler en quelque sorte des trajectoires que pourraient emprunter les gens, donc c'est un peu comme des robots quoi, sur un modèle numérique. Par exemple, si je veux me rendre de Sion à Aoste, on demande à l'ordinateur, au computer, avec des algorithmes, par où tu passerais si tu devais aller de Sion à Aoste et de Aoste à Sion, et on regarde quelle direction prend le robot en quelque sorte. Ça, c'est des techniques d'analyse spatiale qu'on utilise et qu'on développe on peut mettre des facteurs de consommation d'énergie, etc., de difficulté d'accès au terrain, de pente, etc. Donc on s'amuse un peu avec des outils mathématiques, des modèles. On imagine que les historiens ont aussi pas mal à vous apporter pour identifier justement les points de passage qui étaient utilisés au Moyen-Âge ou dans un passé plus lointain encore. Absolument. Alors on a combiné cette recherche scientifique avec une historienne qui a travaillé pendant 2 ans. Elle a essayé d'identifier des sources nouvelles pour identifier des cols qu'on ne connaîtrait pas, parce qu'on a des cols qui sont oubliés dans la mémoire collective, où les gens passaient, mais on n'en a plus connaissance par oral aujourd'hui. Et l'historienne a également fait un énorme travail pour essayer d'identifier la crédibilité des sources, parce qu'on a beaucoup de données historiques de passage entre l'Italie et le Valais, mais on n'a pas toujours des éléments qui prouvent la crédibilité des sources. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait avec elle, et on a combiné les résultats. Le modèle nous montre des cols qu'on ne connaît pas, l'histoire nous montre des cols qui ont été fréquentés, et on a été visiter ces terrains avec ces 2 méthodes. Comment ça se fait que ces cols qui étaient autrefois fréquentés se sont retrouvés ensuite enfouis sous les glaces avant justement de réapparaître aujourd'hui ? Alors, ça varie d'un site à l'autre. On a un célèbre col en archéologie qui s'appelle le col du Schnideyork, qui est situé entre la frontière bernoise et la frontière valaisanne, donc au-dessus du Raville, dans le massif du Vildorn. Les glaciers ont connu une avancée importante dans une époque qu'on appelle le petit âge glaciaire, environ entre 1400 et 1900. Certains cols ont eu leur accès fermé, simplement parce que le glacier, sur certains versants, créait des cascades de glace et ne permettait pas le passage. Maintenant, suite au retrait sur ce col,
la fonte du glacier, cette pulsation qui le fait se retirer, ça a permis l'accès au col et les touristes ont commencé à refréquenter ce col du Schneeor à partir des années 2000, 2003, donc tout récemment. Intéressant, c'est que le col n'était pas dans la mémoire collective des habitants de la région, c'est pas un endroit très connu. Or, cet endroit, les scientifiques ont découvert qu'il a été fréquenté pendant 6000 à 7000 ans et on a des fenêtres, des objets qui ont été trouvés il y a 5-6 000 ans, d'autres qui ont été trouvés à l'époque romaine, au Moyen-Âge, enfin à l'âge du bronze, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y a des périodes où il était fréquentable et des périodes pas. Maintenant, il y a d'autres cols où des glaciers ne bloquent pas le passage. Vous avez le glacier du Théodule à Zermatt, le glacier avance, mais la zone est assez plate, les gens peuvent le fréquenter régulièrement sans problème. Ouais, le Théodule, le Théodule où on avait trouvé ce fameux mercenaire mort justement aux alentours de 1600 si je me trompe pas, une nouvelle momie très médiatisée, c'est vrai, c'est les momies dont on parle le plus dans les médias. Vous disiez, nous, ce qui nous intéresse en tant que scientifiques, c'est plutôt les objets. Cela dit, on imagine que ça doit être un petit peu le Graal de trouver une momie, non ? Alors ça reste quand même, les scientifiques restent quand même des enfants, c'est le but, c'est un peu notre but, notre curiosité, et c'est clair qu'avoir une momie, ça fait un peu comme Tintin, trouver son Graal, voilà quoi, le temple du soleil, etc. C'est clair, il y a un côté aventure, il faut reconnaître, mais voilà. Vous vous souvenez de l'époque de la découverte de Zi, 1991, je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque ? Ah oui, non, il faut que je fasse un calcul savant pour savoir. Non, j'avais une trentaine d'années, donc 91, je m'en souviens très très bien. Et j'étais donc à l'époque au début de ma thèse de doctorat en glaciologie. Donc ça avait fait un impact médiatique absolument énorme. Et puis ça avait produit aussi une recherche scientifique extrêmement poussée sur la momie. Mais moi, ce qui m'a toujours touché, même déjà à cette époque, c'était de voir qu'on avait trouvé une momie. C'est clair, vu le prestige de la découverte, les scientifiques ont passé toute leur carrière et des années à faire des recherches sur la momie, mais ça n'a pas du tout donné une impulsion de dire « Ok, mais si on a trouvé une momie, peut-être qu'il y a des choses partout ailleurs dans les Alpes ». Il n'y a pas eu cette impulsion, c'est resté concentré sur cet élément de prestige qu'est la momie. Ah, pourtant, on lit souvent que c'est à partir justement de la découverte de Zi qu'est née vraiment l'archéologie glaciaire. C'est pas complètement juste ? Non, c'est pas juste, mais il faut juste des dates un peu comme ça pour positionner les choses. Pour moi, l'archéologie glaciaire... C'est plus récent encore. Oui, c'est plus récent. Pour moi, l'archéologie glaciaire, elle a vraiment commencé à se développer à partir des débuts des années 2000, ce qui correspond à la découverte aussi des objets sur le col du Schneider qui ont été rendus publics en 2005 seulement. À partir de 2005, quand les médias ont livré ces informations qui avaient été tenues secrètes par le service cantonal archéologique de Berne pour faire des fouilles en toute tranquillité pendant 2 ans, là, la communauté a commencé à s'interroger en disant mais il faut commencer à les chercher partout. Si on trouve Ötzi, si on trouve au Schneider des objets qui ont des milliers d'années, on va trouver aussi ailleurs. Et il faut penser aussi que le mouvement d'archéologie glaciaire s'est beaucoup développé en zone arctique, donc à partir de la fin du XXe siècle, début XXIe, où c'est des chercheurs dans les zones du Yukon, en Alaska, dans les montagnes rocheuses, qui ont commencé à chercher des objets organiques, des flèches, des arcs, sur les névés, où les Indiens chassaient les rennes. Donc il y a un phénomène au niveau hémisphère nord arctique avec un impact du réchauffement climatique extrêmement fort et violent sous les zones froides. Ce sont les zones les plus impactées, les zones de la cryosphère, glace, neige, permafrost. Et ça a alerté la communauté scientifique aussi dans les zones arctiques. Et depuis, c'est parti au Canada, des recherches et en Scandinavie et dans les Alpes. Un des enjeux maintenant de cette discipline, l'archéologie glaciaire, c'est de mieux impliquer le public. C'est juste, je crois que vous avez un projet dans ce sens qui vise à mieux impliquer les randonneurs ou les alpinistes. Oui, alors ça, c'est notre rêve et notre projet qu'on essaye de réaliser et de mettre en œuvre dès l'année prochaine, en 2018. On s'est rendu compte, après des années de recherche et de prospection avec les archéologues, que malgré tous nos modèles, que malgré toutes nos tentatives, la montagne reste, de toute façon, par définition, entre 3000 et 3500 mètres. C'est un milieu d'accès difficile, dangereux. Il faut bien connaître l'environnement. On a réussi en 4 ans de faire environ 20 jours de prospection sur 4 ans. Il faut savoir que la fenêtre pour faire des observations, certaines années, c'est 1 semaine. Si vous avez 1 centimètre de neige, vous ne voyez plus rien en surface. Donc la fenêtre de tir est très courte et il y a 1 ou 2 archéologues capables d'aller dans ces milieux dangereux. Donc on a décidé qu'il fallait maintenant faire de la publicité, de la promotion et puis donner un outil aux citoyens et les faire participer à un projet de science citoyenne pour nous aider à surveiller puis à prospecter toutes les montagnes.
Ralph Lugon, si vous voulez bien, on va jeter un œil à la presse du jour que Valérie Droux et Delphine Gendre ont lu pour nous. Tiens, on y parle justement d'archéologie. À Lucerne, l'archéologie pourrait être une victime collatérale des mesures d'économie. Oui, l'avenir du musée d'histoire naturelle et du musée historique de Lucerne est en tout cas en jeu, puisqu'on évoque même leur fermeture, écrit la Luzerner Zeitung. Ce scénario toucherait de plein fouet l'archéologie, puisque les découvertes ne pourraient plus être exposées au public. Et le département d'archéologie doit déjà faire des économies depuis plusieurs années. Alors maintenant, on atteint un seuil critique. Un démantèlement signifierait que seule une dizaine de fouilles par an pourraient encore être menées contre 70 aujourd'hui. Une situation très frustrante, explique l'archéologue cantonal, car le boom actuel des constructions à Lucerne offre des opportunités comme jamais. Et renoncer à une fouille, cela veut dire laisser les machines de chantier détruire des trésors et renoncer pour toujours à une page d'histoire. Ralph Lugon, vous nous dites ce matin que la fonte des glaces entraînée par le réchauffement climatique va entraîner mécaniquement une augmentation des découvertes archéologiques dans les Alpes, mais en plaine, le boom des constructions va aussi avoir le même effet, toujours plus de découvertes archéologiques. Mais absolument, le boom de construction, il a déjà lieu. J'habite Sion, donc, où la politique est, comme partout en Suisse, de faire une densification du bâti dans les villes. Et puis Sion a une position absolument exceptionnelle dans l'archéologie suisse. C'est qu'on a des sites habités les plus anciens, les plus longs, occupés continuellement depuis le néolithique, 6000, 7000 ans. Quand vous creusez sous la vieille ville de Sion, vous avez des couches de cimetières, de Romains, de Celtes, de période néolithique. Donc c'est un vrai cimetière et un gisement archéologique prodigieux qui est connu au niveau international par ses menhirs. Donc c'est clair que s'il y a des réductions de budget, on peut plus suivre l'archéologie ni protéger notre patrimoine, c'est certain. On sait que le canton de Lucerne est dans une situation particulièrement tendue, au point qu'il y a même les livres qui commencent à manquer dans les bibliothèques. Enfin voilà, on voit comme les musées sont désormais impactés. Est-ce que la situation est vraiment si différente que ça en Suisse romande et en Valais en particulier ? Oh non, en Valais, la situation, je la trouve pas bonne du tout. Quand je regarde mes collègues archéologues, ils passent leur temps à essayer de trouver de l'argent, à essayer de répondre aux chantiers qui se creusent un peu partout. C'est une lutte permanente pour trouver des moyens. Ensuite, la situation a aussi évolué en leur défaveur. On avait un musée d'archéologie il y a quelques années, il a été fermé. Ça crée une très grande incompréhension dans les amoureux du patrimoine et puis aussi dans les scientifiques. Mais on voit aussi quelque part qu'on a un patrimoine, en tout cas en Valais, qui est exceptionnel, comme Neuchâtel, avec des monuments grandioses comme des dolmens. Mais on a peut-être que les archéologues n'ont pas encore réussi à faire une promotion auprès du public, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu délaissé pour compte, oui. Et ailleurs, en Suisse romande, c'est la même chose ? Alors ailleurs en Suisse romande, je ne connais pas bien la situation, mais c'est évident qu'en période de restriction budgétaire, tous ces éléments liés à la culture, c'est pas la priorité, quoi, c'est certain. Alors, puisqu'on parle de montagne et puisque vous êtes géographe, Ralph Lugon, la presse parle de téléphérique. Le Temps se questionne ce matin sur l'installation de téléphériques en ville. Oui, ce transport par câble est vu dans de nombreuses villes comme une solution à l'engorgement urbain, même en Suisse. Beaucoup de projets à l'étude. Sion, où vous habitez, M. Lugon, Genève, Fribourg ou Morges même y pensent. Mais les spécialistes mettent en garde. Ce système n'est pas sans problème pour les régions densément peuplées. Alors d'abord, il y a les riverains. Personne ne veut voir une télécabine survoler son jardin. Le risque de recours est donc élevé. À Zurich, par exemple, un récent projet a été dénoncé comme une balafre dans le paysage. Des voix critiques dans les milieux des experts aussi. Il y a déjà beaucoup de transports urbains dans les villes européennes. Il faudrait d'abord améliorer ce qui existe avant d'ajouter de nouvelles infrastructures, car celles-ci risquent d'induire encore davantage de trafic. Et puis, une chercheuse zurichoise en transport durable en ville de conclure, ce sont des projets de prestige impressionnant dans un bilan politique, mais a-t-on vraiment besoin de davantage de mobilité ? Ralph Lugon, c'est vrai, il y a un projet à Sion, un ancien conseiller général qui a proposé il y a quelques mois d'installer un périphérique qui traverserait la ville d'est en ouest pour désengorger le trafic. Pour le géographe que vous êtes, le Cédunois que vous êtes aussi, est-ce que ça a du sens, un projet pareil ? Alors, j'avais pas entendu parler du projet, donc un téléphérique qui ferait le tour de la ville, c'est ça le projet. Oui, exactement, qui survolerait la ville.
Ah écoutez, je trouve que c'est pas totalement exagéré pour moi un téléphérique qui survole la ville. Enfin, l'engorgement, il y a des problèmes à Sion, ok, mais on pourrait peut-être le résoudre en faisant des parkings extérieurs pour la ville, ou je sais pas. À pied, la ville est très vite traversée. Enfin, je comprends pas tellement le sens de ce type de projet. En revanche, je connais le projet d'un téléphérique qui partirait de la gare de Sion et qui irait jusque sous les pistes de ski de Vezona à Sion 2000. Là, c'est aussi un projet qui existe. Ça, c'est une toute autre logique où on ferait un transport de touristes par le train et puis après, les transporter depuis la plaine juste sous les remontées mécaniques. Moi, je dis pourquoi pas, mais maintenant, c'est clair que c'est, comme ça a été dit dans votre reportage, c'est beaucoup des projets de prestige avec des sommes importantes qui sont mises. Et puis là, voilà, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Ouais, le téléphérique dans une optique de développement urbain, ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Ça dépend à l'échelle de la ville. Je pense à des grandes villes comme Rio de Janeiro, j'en sais rien, mais une petite ville comme Sion, je vois mal. Mais pas du tout. Non, non, c'est pas blanc et noir. Je pense que ça peut être des bonnes solutions dans des grandes villes dans le monde, mais pas pour une petite ville comme Sion, quoi. Ouais, c'est intéressant aussi cette question posée par cette chercheuse zurichoise. Est-ce qu'on a vraiment besoin de davantage de mobilité? Ça, vous y répondez quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle entend par davantage de mobilité? Dans la petite ville où j'habite, on peut se déplacer à pied en 10 minutes d'un point à l'autre. On a des transports publics, on a des vélos. On n'a pas franchement besoin davantage de mobilité, à part des pistes cyclables qui sont demandées par certaines personnes. Maintenant, des grandes villes engorgées, c'est peut-être différent la problématique, je ne sais pas. Ralph Lugon, géographe, glaciologue, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en duplex de Sion pour parler notamment d'archéologie glaciaire et d'autres thématiques aussi. L'archéologie glaciaire, discipline en plein essor et dont vous êtes, on le rappelle, l'un des acteurs. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.